BDL 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Avec pas moins d'une cinquantaine de Palestiniens tombés en martyrs ces dernières 24 heures, le bilan du génocide sioniste à Gaza ne cesse de s'alourdir. Il atteint ce samedi les 51 495 morts et 117 524 blessés. L'administration du président Trump décide de lever l'immunité de l'UNRWA, une décision qui permet à Washington de poursuivre l'agence onusienne devant les tribunaux américains. Une explosion dans un grand port iranien fait au moins 5 morts et plus de 500 blessés. Le premier vice-président Mohammad Reza Aref ordonne l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause exacte de l'incident. Et puis, fin du troisième round des pourparlers sur le nucléaire entre Washington et Téhéran à Masqat, des discussions jugées positives et constructives par les deux parties. Et enfin, le pape François a été inhumé ce samedi à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome en présence de centaines de milliers de fidèles et de nombreux chefs et représentants d'État. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, y a également pris part. Bonsoir à toutes et à tous. Le chaos règne toujours à Gaza. Au moins 16 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés ce samedi matin lors d'intenses bombardements sionistes sur différentes zones de l'enclave. La défense civile palestinienne annonçait avoir récupéré les corps de 10 martyrs et de plusieurs blessés suite à une frappe aérienne sur une maison du quartier de Sabra au sud de la ville. 3 martyrs et plusieurs autres blessés ont également été retrouvés après que des avions de combat de l'occupation sioniste ont ciblé une maison dans le camp de réfugiés de Chat à l'ouest de la ville. Et à l'est, au moins une personne a été tuée dans un bombardement du quartier d'Ashoujaï. Trois autres martyrs, dont 2 enfants et plusieurs blessés, sont également à déplorer ce samedi après un bombardement sioniste ayant ciblé un regroupement de civils, et ce près de l'hôpital du Koweït dans le quartier de Mawassi à Khan Younes dans le sud de la bande. Et la liste des martyrs de Gaza s'allonge jour après jour. Ce samedi, le bilan s'est alourdi à 51 495 martyrs et 117 524 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 56 martyrs et 108 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. À noter que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. À Sabra, dans l'ouest de la bande, 13 personnes, dont des enfants, ont été tuées par 2 frappes sionistes distinctes survenues dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la douleur, leurs proches leur ont fait leurs derniers adieux. Récit Maria Chouilleur. À Gaza, le deuil semble ne pas vouloir prendre fin. Samedi, les habitants du quartier de Sabra ont enterré 13 civils palestiniens tombés en martyrs lors d'une frappe sioniste visant une zone résidentielle densément peuplée, sans laisser aux habitants le temps de fuir ni à leurs proches celui de leur dire adieu. Une habitation vieille de 70 ans a été touchée. À l'intérieur, toute une famille rayée de la carte désormais.
C'est la maison de ma famille, où vivent mes frères, leurs enfants et petits-enfants. Il n'y a aucun membre de la résistance parmi eux. Ce sont des gens innocents qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Cette maison a 70 ans d'âge et ne mérite pas d'être touchée par ces missiles. À 1h du matin, ils l'ont touchée avec 1, 2 ou 3 missiles. Et depuis 1h du matin jusqu'à maintenant, nous avons exhumé les restes d'enfants, de femmes et de personnes âgées. Des scènes d'adieu bouleversantes dans un climat de peur et de tension constante. Les habitants de Gaza continuent de tenter de survivre sous les bombes jour et nuit, dans un silence international de plus en plus pesant. Voici ma sœur, son fils, sa fille, ses petits-enfants et son mari, une famille tout entière. Je tiens les présidents et les rois du monde pour responsables, malheureusement. Ils ne nous comprennent toujours pas. Cela fait presque 2 ans et ils ne nous comprennent toujours pas. Des enfants sans tête, sans corps, sans mains, des bâtiments sont détruits. Nous sommes musulmans. Si nous n'étions pas musulmans, le monde nous aurait soutenus. Malheureusement, je ne vois pas les 2 milliards de musulmans. S'ils étaient présents, nous n'en serions pas là. Dans le silence des ruines, des familles pleurent non seulement leurs proches, mais aussi l'indifférence du monde. Et pendant que les tombes se multiplient, l'espoir, lui, semble s'effondrer, comme les murs de ces maisons visées en pleine nuit. Et en plus des bombardements, la bande de Gaza reste privée de toutes les aides pour la 8e semaine consécutive. Le programme alimentaire mondial affirme à ce propos que ses stocks de nourriture dans l'enclave sont épuisés, mettant fin à une source principale de subsistance pour des centaines de milliers de Palestiniens dans le territoire. Amlam Senzitouni. Des boulangeries fermées, des étagères de supermarchés quasiment vides, la fermeture des points de passage de l'enclave depuis plus de 7 semaines a basculé Gaza dans la phase de famine. Le programme alimentaire mondial de l'ONU affirme que ses stocks de nourriture à Gaza sont épuisés en raison du blocus sioniste. Le niveau de la catastrophe humanitaire est alarmant. Les réserves du programme alimentaire mondial destinées à notre programme d'aide alimentaire principal à Gaza sont épuisées. Depuis le 2 mars, aucune marchandise humanitaire ou commerciale n'est entrée et notre capacité d'intervention continue de diminuer. Les 25 boulangeries que nous soutenions dans la bande de Gaza, desservant 800 000 personnes, ne sont plus opérationnelles. De plus, les colis alimentaires essentiels à notre programme et destinés à la moitié de la population de Gaza ont été entièrement distribués. La situation alimentaire à Gaza se dégrade malheureusement, notamment parce que nous n'avons reçu aucune aide alimentaire depuis mars. Cela signifie l'absence d'aide humanitaire. La population a donc recours à des mécanismes d'adaptation néfastes. Des parents se retrouvent sans nourriture, ce qui signifie que dans certains foyers, il n'y a qu'un seul repas par jour. La situation actuelle continue de s'aggraver. Pour l'instant, en tant que communauté humanitaire, il est un peu trop tard, à moins que nous ne parvenions à apporter l'aide dont la population a besoin pour maintenir un niveau nutritionnel et alimentaire décent et adéquat dans la bande de Gaza. Le PAM déclare avoir livré les derniers stocks de nourriture restants aux cuisines caritatives dans l'enclave palestinienne. Ces cuisines qui devraient manquer de nourriture dans les prochains jours, selon le directeur du programme. Nos stocks restants ont été dirigés vers les cuisines chaudes qui continuent de servir les personnes dans le besoin, mais celles-ci devraient également être épuisées d'ici la fin du mois. Malheureusement, cela ne couvre que 25% des besoins alimentaires globaux de la population. Le blocage dure depuis plus de 50 jours. Si le contexte reste inchangé, l'aide vitale du PAM pourrait être interrompue. Pour répondre aux besoins fondamentaux de la population de Gaza, il est crucial que nous puissions reprendre immédiatement les livraisons de nourriture à Gaza. Selon l'ONU, environ 80% de la population de Gaza, qui compte plus de 2 millions d'habitants, dépend principalement des cuisines caritatives pour se nourrir. Le PAM soutient 37 cuisines qui produisent environ 500 000 repas par jour.
Dans ce contexte, le Premier ministre canadien Mark Carney a appelé à l'entité sioniste à cesser son blocus injuste et inhumain et a autorisé le Programme alimentaire mondial à opérer dans la bande de Gaza, affirmant que la nourriture ne devrait pas être utilisée comme, je cite, un instrument politique, quelques heures après que le PAM ait annoncé avoir épuisé ses stocks. On en parlait tout à l'heure en titre, l'administration du président américain Donald Trump a décidé de lever l'immunité de l'Agence de secours et d'opération pour les réfugiés palestiniens et de ne plus la considérer comme faisant partie des Nations Unies. Cette décision permettrait donc à Washington de poursuivre l'agence onusienne devant les tribunaux américains. Cette déclaration a également été faite dans un document juridique que le ministère de la Justice des États-Unis a déposé jeudi devant le tribunal fédéral de New York dans le cadre d'une affaire accusant l'UNRWA, je cite, d'avoir couvert des employés qui ont participé aux événements du 7 octobre 2023. Des accusations, rappelons-le, jamais prouvées, mais dont l'occupation sioniste en fait son cheval de bataille pour l'interdiction de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas s'est dit prêt ce samedi pour un échange de captifs et de prisonniers en une seule opération et pour une trêve de 5 années, demandant un accord global incluant un arrêt des hostilités, un retrait complet des troupes sionistes et l'entrée des aides humanitaires dans l'enclave assiégée. Le peuple marocain continue de se soulever contre la normalisation du Merzen avec l'entité sioniste. Les organisations marocaines ont justement fermement condamné le silence du Merzen face à l'accostage de navires de guerre sionistes dans les ports du pays. Lors d'une manifestation devant le Parlement à Rabat hier vendredi, Rachid El-Fellouli, membre du secrétariat national du groupe d'action pour la Palestine, a dénoncé l'incapacité de l'État et de ses institutions à fournir aux Marocains des éclaircissements sur les événements survenus dans les ports de Tanger et de Casablanca. Dans ce sillage, les associations marocaines anti-normalisation ont appelé à intensifier la pression sur les intérêts sionistes dans le pays et à sanctionner les entreprises locales collaborant avec l'occupation. Soumaïa Bouabdallah, leader du mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions, le BDS au Maroc, a déclaré lors d'une conférence de solidarité avec le peuple palestinien à Rabat que le temps était venu, je cite, de s'adapter et d'unifier ses luttes pour bloquer l'expansion de la normalisation. Sahara occidentale à présent, la marche pour la liberté est arrivée en Catalogne en Espagne ce samedi, en route vers la prison de Kenitra au Maroc pour exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis injustement incarcérés dans les prisons de l'occupation marocaine. La marche menée par la militante française Claude Mongin, épouse du prisonnier sahraoui Naama Asfari, est arrivée à Gérone ce samedi matin. Elle devrait également faire escale dans la plupart des provinces espagnoles avant de traverser le territoire marocain et d'arriver à Kenitra. Guerre au Soudan, au moins 11 civils ont été tués, 23 autres blessés, dont des enfants, vendredi après qu'une frappe de drone des forces de soutien rapide ait ciblé les tentes d'un camp de déplacés dans l'état du Nil. Une attaque qui a également détruit la centrale électrique régionale pour la 4e fois. Quand les étincelles ont jailli et que le sol a pris feu, nous nous sommes enfuis avec notre famille. En courant, nous avons trouvé cette tente, la tente de Zuhur, que Dieu ait pitié d'elle. Zuhur est arrivée il y a un mois avec ses 4 filles. Elle était infirmière à l'hôpital d'Omdurman et ses filles sont également membres du personnel médical. Je ne sais pas exactement ce qu'elles faisaient. Je crois qu'elles étaient infirmières ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vers 15h ou 15h30, les drones sont arrivés. Le premier drone a atterri juste derrière nous.
Un quart d'heure plus tard, un autre a frappé. Environ 4 drones ont été attaqués. Nous avons décidé de partir car la scène était très difficile. Il y avait des cadavres, des personnes démembrées et des personnes à l'hôpital. Et alors que les bombardements sont quasi quotidiens dans certaines localités assiégées du Darfour, les agences humanitaires des Nations Unies restent mobilisées pour fournir une aide alimentaire aux populations impactées par le conflit, ainsi que celles exposées à la famine. Selon le PAM, les rapports en provenance du terrain sont choquants. Environ 450 000 personnes qui étaient déjà confrontées à la famine et à des niveaux de violence terribles ont été forcées de fuir les camps d'Al-Fashar et de Zemzem en l'espace de quelques semaines seulement. Et les perspectives d'une paix proche se dessinent entre Kinshasa et Kigali. Sous la supervision du secrétaire d'État américain Marco Rubio, les ministères des Affaires étrangères rwandais et congolais ont signé vendredi un engagement visant à ouvrir un accord de paix. La signature de cette déclaration intervient dans le cadre des efforts diplomatiques visant à mettre fin aux violences qui déchirent l'est de la RDC. Sohila Kilal. Une lueur d'espoir qui laisse entrevoir un potentiel retour au calme en RDC. Réunis à Washington, les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais ont procédé à la signature d'une déclaration de principe visant à restaurer la paix dans l'est de la RDC. La dite déclaration signe l'engagement des deux pays à élaborer un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai prochain et de s'abstenir de fournir un soutien militaire aux groupes armés. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nudungire, cette déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif et donne un nouvel élan aux efforts en cours menés par le processus dirigé par l'Afrique. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dans les meilleurs délais, mais il n'existe pas de raccourci ni de solution miracle et nous devons travailler dur pour y parvenir une fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de collaborer avec tous les partenaires concernés pour assurer le succès de cette initiative. En janvier 2025, le ministère congolais des Affaires étrangères avait rappelé son diplomate en poste à Kigali et exigé que le Rwanda mette fin à toute activité diplomatique et consulaire sur le sol congolais. Mais depuis, les tensions semblent être en voie d'apaisement entre les deux pays qui, par cette signature, ont réaffirmé le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, leur volonté de résoudre les différends par des moyens pacifiques, de favoriser le retour volontaire et sécurisé des personnes déplacées, ainsi que de mettre en place un cadre d'intégration économique régionale. Pour la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, la signature de la déclaration annonce un nouvel espoir. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un début, une étape nécessaire vers la paix, franchie avec détermination. Ce moment revêt une importance particulière pour la RDC. À Goma, à Bukavu et au-delà, la réalité des déplacements, de l'insécurité et des difficultés perdure. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. L'est de la RDC, riche en ressources minières, reste un foyer de tensions armées. Selon les Nations Unies, environ 1 million de personnes, dont quelques 400 000 enfants, ont été déplacés depuis fin janvier. Ce chiffre risque encore d'augmenter dans un contexte d'avancée sans précédent du M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et on en parlait en titre de cette explosion survenue ce samedi dans le port de Shahid Rajai, près de la grande ville de Bandar Abbas qui donne sur le détroit d'Ormuz, qui a fait au moins 5 morts et plus de 500 blessés. C'est ce qu'ont rapporté les autorités locales dans un nouveau bilan. L'incident serait dû à l'explosion de plusieurs conteneurs stockés dans la zone du quai du port. Le premier vice-président Mohamed Reza Aref a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer la cause exacte de l'incident et l'étendue des dégâts. Dossier nucléaire, le 3e round de négociations entre Téhéran et Washington a pris fin ce samedi à Masqat, capitale du sultanat d'Oman, pays médiateur. Des discussions qualifiées par Washington de positives et de constructives. Les deux pays ont par ailleurs convenu de se retrouver prochainement en Europe.
De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a estimé que le processus et le rythme des négociations nucléaires avec les États-Unis sont satisfaisants. On l'écoute. Je suis satisfait du déroulement et du rythme des négociations. Je pense que le processus a été satisfaisant. Cette fois, les négociations ont été beaucoup plus sérieuses. Nos discussions ont finalement abordé des sujets plus détaillés et techniques. La présence d'experts a été extrêmement bénéfique. Nous avons échangé des avis écrits à plusieurs reprises. Vous savez que les négociations sont indirectes. Les discussions techniques nécessitent une attention un peu plus spécifique. Par conséquent, les échanges de vues se sont principalement déroulés par écrit. Et toujours selon le chef de la diplomatie iranienne, Téhéran vise à instaurer un climat de confiance envers le programme nucléaire de son pays en échange de la levée des sanctions. Soyons clairs, nous ne discutons que des questions liées au nucléaire. Nous ne négocions aucune autre question. Cependant, lorsque nous parlons de nucléaire, nous entendons par l'instauration d'un climat de confiance envers le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Les discussions sur le programme nucléaire et les sanctions vont de pair, mais elles ne sont connues que sous le nom de questions nucléaires. Nous ne discutons que de cette question et n'accepterons aucune négociation sur d'autres sujets. Et lors des 3 derniers cycles, cette position a été respectée par les deux parties. Le pape François a été inhumé ce samedi à la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre de Rome en présence de plusieurs religieux et membres de sa famille. Après la messe qui s'est tenue place Saint-Pierre au Vatican, le cercueil du pape François, décédé lundi dernier à l'âge de 88 ans, a été salué par plus de 400 000 fidèles, puis conduit à la basilique Sainte-Marie Majeure qui abrite déjà les tombeaux de cet pape. Et les funérailles du pape se sont déroulées en présence de plusieurs dirigeants, représentants d'États et responsables d'organisations internationales gouvernementales. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, y a justement assisté, réitérant à cette occasion aux représentants du Vatican les sincères condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour la disparition du pape François, dont il a salué le legs humanitaire qu'il a laissé grâce à son dévouement au service des valeurs de fraternité, d'entraide et de coexistence entre les peuples et à son engagement en faveur des pauvres et des opprimés du monde entier. Conflit en Ukraine, les présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés justement ce samedi à Rome avant les funérailles du pape François lors d'un échange jugé positif par les deux parties, alors que Washington met la pression pour arriver à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. À ce propos, le président ukrainien a dit espérer des résultats après sa rencontre, je cite, symbolique et potentiellement historique avec son homologue américain. Et en parallèle, sur le terrain, le chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov, a annoncé ce samedi au président Vladimir Poutine que ses hommes avaient repris entièrement le contrôle de la région russe de Koursk aux forces ukrainiennes. Dans ce contexte, le président russe Vladimir Poutine a salué l'échec de l'offensive des forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk après leur expulsion du dernier village de la région, déclarant que cette défaite crée les conditions pour de nouvelles actions russes réussies sur d'autres parties importantes du front. La défaite totale de l'ennemi à la frontière de Koursk crée les conditions pour de nouvelles actions réussies de nos troupes dans d'autres zones importantes du front et rapprocher la défaite du régime néo-nazi. Je félicite tout le personnel, tous les combattants et commandants pour ce succès, pour la victoire. Je vous remercie pour votre courage et votre héroïsme au service de notre patrie et du peuple russe. Merci. La situation de plus en plus tendue entre l'Inde et le Pakistan, et c'est l'eau de l'Indus qui pourrait mettre le feu aux poudres. Le Premier ministre pakistanais a lancé un avertissement sévère à l'Inde ce samedi dans sa première réaction à la menace du pays d'empêcher le fleuve de se déverser dans le Pakistan.
Pour rappel, l'Inde avait déclaré qu'elle suspendrait immédiatement le traité des eaux de l'Indus avec le Pakistan après que des militants aient attaqué des touristes au Cachemire, faisant 26 morts. Notre vision de l'État perpétue une pratique d'exploitation, étiquetant des allégations sans fondement et des accusations mensongères, sans enquête crédible ni preuve vérifiable. La récente tragédie de Pahalgam est un nouvel exemple de ce jeu perpétuel de reproches qui doit cesser définitivement. Toute tentative visant à arrêter, réduire ou détourner le débit d'eau appartenant au Pakistan en vertu du traité sur les eaux de l'Indus serait réprimée avec toute la force et la puissance nécessaires et personne ne devrait rester sous une quelconque fausse impression ou confusion. Nos forces armées variantes restent pleinement capables et préparées à défendre la souveraineté du pays et son intégrité territoriale contre toute mésaventure. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.